Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Maintenant, deuxième histoire, je vais t'expliquer. Deuxième. Voilà, après je vais t'envoyer les autres audios aussi parce que j'ai beaucoup d'histoires. Maintenant, ça c'est comme j'ai écouté l'histoire des jumeaux là. J'ai écouté plusieurs différentes histoires de jumeaux sur ta page. Je vais t'expliquer pour moi aujourd'hui. Pour moi, ça s'est passé, bon, je sais pas quand j'étais encore petite parce que moi-même personnellement, je savais pas que j'étais jumeau. Je savais pas. Voilà, parce que comment j'ai su que j'étais jumeau? Bon, avant, il y avait toujours quelqu'un que je voyais dans ma chambre. Je voyais un petit garçon qui devait avoir le même âge que moi. Tu vois, je le voyais dans ma chambre. Quand je le vois, des fois, il est assis sur mon lit. On se regarde. On devait avoir même taille, même âge, au fait, à ce moment-là. Et puis, quand je le voyais, il était méchant. Il était méchant avec moi, ce jeune-là. Il était très méchant avec moi. Il n'était pas du tout gentil avec moi. Pour moi, je croyais que comme notre village où on est né là, c'est un village qui est rempli d'esprits au fait, tu vois. Pour moi, je pensais que non, c'était les esprits, comment on les appelle? Bon, chez nous, les musulmans, on dit les djinns, je sais pas. Les génies là. Moi, je croyais que c'était ça en fait, tu vois. Des fois, même quand je fais l'économie, genre, tu vois, les enfants, des fois, on nous donnait un peu d'argent. Voilà, moi, j'avais une petite boîte comme ça. Des fois, je mets mon argent dedans. Mais quand je mets l'argent dedans, ça disparaît. L'argent, là, je ne trouve pas. Donc, des fois, j'ai accusé ma petite soeur. Il dit, c'est ma petite soeur qui a pris l'argent. Je me fâche. J'ai crié. Maintenant, quand je fais ça la journée, la nuit, ce garçon-là vient dans mes rêves. Il me dit que l'argent, c'est moi qui ai pris. Mais si tu ouvres ta bouche encore pour parler, tu vas voir ce que je vais te faire. Parce que moi, j'avais ma chambre seule, toute seule. Matin, quand je me réveille, j'arrange ma chambre, je fais mon lit, j'arrange tout dans ma chambre. Après, dans la journée, quand je rentre, je vais aller trouver la chambre mélangée, le lit. Les draps sont partis, les coussins sont pas là, tout est mélangé, comme s'il y a quelqu'un qui allait se coucher dans mon lit. Bon, comme moi et puis mes frères, là aussi, on ne s'entendait pas du tout. Moi, j'étais un enfant dans la famille qui était un peu rejeté, au fait, tu vois. Donc, ça fait que non, mes frères, mes soeurs, là, tout le monde, j'étais devenue jouer de la maison, en fait. Quand chacun se lève, là, s'il y a quelque chose, c'est sur moi, on mettait. Chacun m'insultait comme il veut. Voilà, mon grand frère même, là, à chaque fois, lui-même, j'étais devenue comme son petit jouet. Un, deux, il vient me taper. Un, deux, il vient me taper. C'était toujours comme ça. Tu vois. Donc, du coup, je me disais que c'était lui. Quand je pose la question, il me dit c'est pas lui. Il va commencer à m'insulter. Jusqu'à ça arrivait même à des moments quand je vois ça même. Je parle seul. Je pleure. J'arrange. Et ça, je vais aller poser la question encore. Je vais avoir des problèmes. Ils vont m'insulter. Ma maman ne va pas me laisser. Bon, ça aussi, je vais expliquer ça encore après dans une autre histoire. Donc, du coup, quand je parle seul, j'arrange mes trucs.
Je pleure. La nuit, quand je dors, il vient encore dans mes rêves et me dit que c'est lui qui a mélangé. Demain encore là, je vais faire la même chose. Si tu parles, tu vas voir ce que je vais te faire. Donc, maintenant, je me rends compte, au moment où des fois, quand je rentre dans ma chambre, j'arrange mes trucs. Je vois tout en désordre, j'arrange, je parle, j'arrange là. Ça tout, il est dans la chambre, même quand dans la journée. Mais quand il vient comme ça dans la chambre, moi, je ne le voyais pas. Quand je suis dans la chambre, il est dans la chambre. Je ne savais pas qu'il était là. Tu vois? Mais c'est quand je suis au salon, ou bien je suis devant la porte, je le vois dans la chambre. Là, on se voit, on se regarde même. Et puis quand il me voit passer, il tire son cou, on se voit comme ça, face à face, on se voit. Mais quand je suis juste dans la chambre, là, je n'arrive plus à le voir. Mais j'avais tout le temps peur. Moi-même, ma propre chambre, mais j'avais peur de rester dans ma chambre. Tu vois? Donc, quand il mélange, la nuit, il va venir. Et quand je pleure, je fais mes trucs, la nuit, je le vois encore dans mes rêves, il vient me menacer. Mais moi, dans ma tête, il me disait toujours que c'était les génies, vu qu'il y avait trop. Notre village, c'est un village où il y a beaucoup de génies, au fait. Donc, pour moi, je croyais que c'était un truc comme ça. Donc, ça a continué comme ça jusqu'à. J'ai grandi dans ça comme ça. Tu vois. Donc, maintenant, un jour, j'étais là encore, je dors. Moi-même, je me vois dans les rêves. C'est comme s'il y a quelqu'un qui m'a expliqué. Genre, tu rêves. Et puis, dans le rêve, c'est comme si tu as causé avec quelqu'un qui t'avait expliqué quelque chose. Maintenant, toi-même, tu es là et puis tu parles seul, au fait. J'étais là, je disais à moi-même, je dis, voilà, moi, ma maman, elle était enceinte de moi. Et je ai fait palabre avec mon frère jumeau. Voilà, il m'a poussé, mais Dieu merci, j'ai réussi à le pousser. Parce que lui, je me rends compte dans les rêves, je voyais que non, lui, il était, comment on dit ça, mais il avait plus de force que moi, tu vois. En plus de ça, si lui, il venait en vie, c'est qu'il allait montrer à ma famille, à mes parents, c'est Dieu seul qui sait, parce qu'il était méchant. Même quand il venait, même dans les rêves pour me menacer, même quand je le voyais même comme ça, il était quelqu'un qui était vraiment méchant, tu vois. Non, c'est à cause des places, on s'est discuté dans le ventre de ma maman. Il voulait prendre ma place et il m'a poussé. Dieu merci, je ne suis pas tombée. Mais moi, quand je l'ai poussé en retour, il est tombé, il a glissé et il est tombé directement. Tu vois. Mais moi, dans ma tête, j'ai fait un rêve comme ça, j'ai vu tout. Une fois, j'ai fait ce rêve, je n'ai pas parlé, j'ai laissé passer. Bon, quand je me suis réveillée, c'est rien en fait. Ce garçon-là continue toujours. Même quand je travaille chez quelqu'un, il y a des choses qui disparaissent. Bon, moi, j'ai passé dans le village où on est né là. Il dit c'est rempli d'esprits. Donc, du coup, moi, je me disais que c'est ces esprits-là qui me suivent. Voilà. Bon, les gens m'ont dit que j'ai l'esprit qui me suit. Bon, moi, je me disais aussi que c'est les mêmes esprits des villages là. Comme il y a trop des génies là-bas, il dit que c'est ça. Donc, me voilà, quand je travaille des fois, il y a des trucs qui disparaissent. On peut déposer quelque chose là, on dit on va chercher la chose qu'on ne va pas trouver. Moi, directement, quand je vois ça, je sais déjà ce que ça veut dire. Je sais que non, c'est... Pour moi, c'était toujours les génies. J'ai dit que c'est les génies qui ont pris. Mais après, je vais retrouver la chose. C'était toujours comme ça. Comme façon dont mon agent aussi disparaissait, des fois 3 jours, 4 jours après, il revient déposer. C'était toujours comme ça. Et me voilà, dans ça, ça a continué jusqu'à... un jour encore, je dors. Je dors encore, je rêve encore que j'ai... Le même rêve là revient encore. Je vois comment on m'a expliqué encore dans le rêve. Oui, toi, tu es jumeau, c'est ton frère jumeau qui te fait souffrir. Hein. C'est lui qui te fait tout ça. On m'explique, on m'explique. Donc, c'est dans ça maintenant. Quand je me suis réveillée, m'a dit, mais attends, ce rêve-là, ça fait 2 fois que j'ai fait ça.
J'ai déjà rêvé, j'ai vu quand ma mère était enceinte, j'ai fait palabre avec mon frère jumeau dans le ventre à cause des places. Il m'a poussé, mais Dieu merci, je ne suis pas tombée parce que lui, il était plus fort que moi. Et puis, il avait plus de pouvoir que moi. Il était plus... Mais il était méchant, en fait. Très, très méchant. Et je voyais dans les rêves aussi, on m'a dit que si lui venait en vie, il allait faire souffrir ma famille. Donc, du coup, quand j'ai fait le rêve encore, je vois, il y avait un vieux qui m'a expliqué. C'est comme si j'ai dormi, c'est comme si c'était pas sommeil profond. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si je rêve, comme si c'était pensé. Je suis en train de penser à quelque chose, mais le penser, c'est comme si c'est quelqu'un qui m'expliquait ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avant mon accouchement, tout. Quand je me suis réveillée matin, j'ai essayé d'appeler maman parce que moi, je suis pas en Côte d'Ivoire, donc j'ai essayé d'appeler maman et parler avec ma mère. Et je n'ai pas pu. Ma petite m'a dit qu'après, elle n'est pas à la maison et tout. Donc, 3 jours après, j'ai réussi à parler avec ma maman. Donc, j'ai demandé à maman, j'ai dit, dis-moi la vérité. Tu vois, parce que moi, je sais que non, après ma petite soeur, maman a fait les jumeaux, il y a un qui est décédé, il y a un qui est là. Ça, j'ai demandé à maman, j'ai dit, dis-moi la vérité. Est-ce que je suis jumeau? Quand je lui ai posé la question, est-ce que je suis jumeau? Elle est restée silencieuse, elle ne parlait pas. Tu vois? Moi, j'ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce que... Moi, j'ai douté au fait, tu vois? Et là, il demandait, est-ce que je suis jumeau? Vu qu'elle ne me répondait pas, bon, je vais faire deuxième partie. Comme je fais déjà 10 minutes, je vais faire deuxième partie. Et là, est-ce que je suis jumeau? Elle me dit, comment tu... Elle a dit directement, comment tu as su? Qui t'a dit? Je lui ai dit, il n'y a personne qui m'a dit, mais j'ai rêvé, j'ai fait le même rêve 2 fois. Donc, j'ai commencé à l'expliquer ce que j'ai vu dans les rêves, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit. Et quand je lui ai demandé, elle me dit, et quand j'ai fini d'expliquer, elle m'a dit, si elle avait expliqué ça aux gens du village, elle allait penser que peut-être c'est quelqu'un qui m'avait expliqué. Mais c'est resté à la maison avec sa maman, à part la maman adoptive. Bon, la maman, quand je dis maman adoptive, c'est la copine, la meilleure amie de sa maman. Comme notre grand-mère est décédée tôt. Et puis ma maman, elle est venue se marier dans le village du mari de la copine de sa maman. Parce que c'est son mari qui était le chef de village. Donc la maman là, comme elle était la meilleure amie de notre grand-mère, elle a continué. Elle a pris ma maman comme sa fille aussi, tu vois. Voilà. Et puis, cette vieille femme-là, elle faisait des médicaments, en fait. Elle faisait des médicaments traditionnels. C'est elle maintenant. C'est elle-même qui a suivi ma maman dans tout ça. C'est là ma maman va m'expliquer tout ce que j'ai vu dans le rêve. Elle dit qu'elle était enceinte de moi. C'est vrai, quelques temps après, je pense qu'elle a dit à 6 mois de grossesse, elle a fait une fausse couche. Le temps même elle dit qu'elle avait mal après, avant d'arriver à l'hôpital, exactement tout ce que j'ai vu dans les rêves. C'était ça, parce que j'ai expliqué tout en détail. Avant qu'elle arrive à l'hôpital, elle a fait une fausse couche. Mais quand elle est arrivée à l'hôpital là-bas, après les analyses et tout, on lui a dit que non, que la grossesse c'était jumeau, mais il y a un qui est tombé. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire à l'hôpital là-bas, ils ont tout fait. Et quelques temps après, moi, elle m'a accouché. Tu vois, mais elle était déjà à 6 mois de grossesse. Mais quand ce qui est tombé, la grossesse qui est tombée, on lui a dit que non, c'était un garçon. Tu vois. Donc, quand elle a fini de m'expliquer, c'est là maintenant, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. C'est là maintenant, je l'ai expliqué, le garçon que je voyais derrière moi. Elle me dit qu'elle est au courant, que parce qu'elle savait, je crois qu'elle a fait ses recherches. Voilà, ce garçon-là, elle se rappelle très bien. On lui a expliqué un peu sur ce garçon-là. J'ai dit, ah d'accord, mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que depuis que je suis une enfant, au fait, tellement que le petit là m'a fatiguée. Non, c'est pas du jeu.
Et puis, le truc aussi, c'est que jusqu'à présent, hein, même s'il y a quelque chose qui doit arriver, automatiquement, je sais. Tu vois, s'il y a malheur, j'ai un décès, et puis mes rêves aussi. Quand je me couche, je rêve à quelqu'un, qu'il y a quelque chose qui va arriver à la personne. C'est rare que ça ne va pas arriver. Voilà, c'est rare. J'ai ce truc. Et puis quand je suis avec quelqu'un, si la personne n'est pas bien, je sais. Même quand je parle avec la personne, premier jour seulement, je sais si la personne est bien ou pas. Si la personne n'est pas bien, je sais que telle personne-là, même si c'est pour faire amitié ou si c'est pour faire quoi avec la personne, ça ne va pas marcher. La personne n'est pas bien. Je le sais très. Ça même, c'est vite fait. Tu vois. Bon, j'ai des trucs que je ressens très vite, mais c'est que au fur et à mesure, je vais envoyer les histoires un peu. Voilà, pour t'expliquer. Il y a beaucoup d'autres histoires. Mais là, je vais m'arrêter là. Après, si j'ai le temps, je vais encore envoyer. Maintenant, au fur et à mesure, c'est à toi maintenant tu vas publier. Parce que moi, je suis beaucoup occupée. Je ne suis pas trop disponible. Voilà, je peux écouter, mais pour avoir le temps libre comme ça pour envoyer, c'est un peu compliqué. Donc, si j'ai le temps, je vais t'envoyer beaucoup. Maintenant, c'est à toi maintenant de voir comment tu vas envoyer ça sur YouTube. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG. L'histoire dont je vais vous raconter, c'est une histoire que ma mère a vécue. Bon, elle n'a pas vécu dans sa chair, mais c'est elle qui me l'avait raconté quand elle était jeune, quoi. En effet, comme vous savez, les femmes aiment les cheveux, les tresses, ainsi de suite. Donc, et puis l'histoire s'est déroulée au Congo-Brazza dans les années 90. Il y avait des dames qui avaient des salons de coiffure. Elles avaient des salons de coiffure. Donc les gens venaient se tresser. Et puis, il y a une dame là qui tressait tellement bien et vite. C'est-à-dire, DMG, la dame là peut te tresser. D'abord, elle tressait très très bien. Et en plus, elle peut te tresser. Elle peut faire les cheveux aux femmes. Même, disons, 15 par jour. 15 par jour. Et puis, quand je vous dis les cheveux, c'est des nattes. C'est-à-dire, les femmes africaines, elles savent de quoi je parle. Ça prend du temps pour les faire. Donc, la dame avait son salon de coiffure. Et puis, là, elle avait une renommée. Parce que les autres mettaient du temps à faire ça. Les autres, ils te coiffaient les nattes. D'ailleurs, même certaines personnes n'aiment pas, certaines femmes, certaines coiffeuses n'aiment pas faire cette tresse parce que ça prend du temps. Donc, la dame a monté dans son salon de coiffure, elle faisait les tresses. Elle était toute seule. Bon, il y avait quelques collègues. Mais elle avait la réputation qu'elle tressait, qu'elle faisait les cheveux des gens, très très vite. C'est-à-dire, elle ne prenait pas vraiment de temps. Peu importe ce que vous voulez, elle va vous faire ça en un laps de temps. C'est comme ça que la dame de la ville, la dame, la dame et son salon de coiffure ont une renommée. Et puis, tout le monde en parle. C'est le salon de coiffure là. Toutes les femmes de la ville voulaient se faire coiffer là-bas. Parce que la dame était très speed. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, la dame voyageait et faisait ses affaires à côté. Elle voyageait, elle allait partout. Donc la dame était allée au Bénin. Les gens se disaient, bon, elle fait ses affaires, elle est allée au Bénin. Les gens ne savaient pas pourquoi elle allait au Bénin. Les gens ne savaient pas du tout pourquoi elle allait au Bénin. DMG, une histoire terrible. Donc la dame fait ses affaires, elle voyage, elle vient à Brazza, elle ouvre son salon, elle tresse, les gens viennent. Et puis, il y avait une condition dans son salon, qui s'appliquait qu'à elle, pas ses travailleuses. C'est-à-dire que elle a dit aux gens, quand elle vous tresse, par exemple, si elle tresse une dame, quand elle va te tresser, tu as interdiction de regarder le miroir. C'est-à-dire, quand elle est en train de faire de tes cheveux, tu as l'interdiction de regarder le miroir, du genre que elle est derrière toi, tu regardes tes cheveux. Et puis,
Dans le salon de coiffure, il y avait des miroirs. Mais la seule condition, c'est qu'elle, quand elle tressait les gens, la cliente ne devait pas regarder le miroir quand elle tressait les gens. Donc, elle faisait en sorte que quand elle tressait ses clientes, qu'il n'y ait pas de miroir aux alentours. Bon, les gens se sont dit peut-être c'est ce qu'elle dit. Ah, bon, les gens n'ont pas. Ça n'a pas tiqué. Ça n'a pas tiqué. Bon, les gens, peut-être les gens, moi je ne sais pas. Bon, il ne faut pas voir le diable partout. C'était peut-être elle, sa condition. Donc, tout le temps, les gens venaient, elle tressait les gens, elle avait la renommée, elle avait de l'argent. Les gens parlaient d'elle de la ville. Mais la condition, elle y tenait. Dans son salon de coiffure, il y avait des miroirs. Mais par contre, où elle est tressée, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de miroir. Donc, elle prend la dame, elle prend une dame, vous asseyez, elle est dessus et vous faites les nattes, comme ça se passe, comme les gens font dans les salons de coiffure. Et puis un jour, il y a une dame qui vient. La dame vient se tresser, elle paye son argent pour la tresse. DMG. Bon, la dame, apparemment, je sais, on m'a raconté l'histoire. Je ne sais pas si elle avait dit la condition avant ou si elle ne savait pas. Je ne saurais vous répondre. Néanmoins, la dame, la propriétaire du salon, a décidé de. La dame voulait que la propriétaire du salon la tresse. Et puis, elle s'est mise à la tresser. Et elle a à côté, la dame qu'on tressait, à qui on faisait les cheveux, on faisait les nattes, avait un petit miroir dans son sac. Elle avait un miroir dans son sac à main. Donc, comme les nattes, ça prend un peu du temps, comme les nattes, on la faisait les nattes, la dame faisait les nattes, et puis elle était impatiente de voir à quoi ça ressemblait. Au moment que la dame, la propriétaire du salon de coiffure, elle était un peu déconcentrée, et celle à qui on faisait les cheveux a pris le miroir par inadvertance pour regarder comment évoluait la coiffe. DMG, tu ne vas pas croire. Or, quand elle prend le miroir, elle a crié. Pourquoi elle a crié? Parce que la dame qui la faisait les cheveux, elle était assise sur une chaise. À côté de la dame, qui était plus basse, disons même à même le sol, il y avait d'autres mères, il y avait des naines un peu comme des strophes qui tressaient avec la dame, des naines. Donc quand la dame voit ça sur le miroir, elle a crié. DMG. Elle a crié. Elle a crié. Et puis la propriétaire du salon s'est rendu compte que la dame avait le miroir. Et c'est là où ses affaires sont parties en cacahuète. La dame a fait un scandale. Les gens qui étaient là sont tombés des nues. Et puis sa renommée a pris un coup. Les gens ne venaient plus dans son salon de coiffure. Et bref, c'est comme ça que la propriétaire du salon, tellement qu'elle avait une grande renommée, une grande réputation dans la ville, du coup, les gens ne venaient plus. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de fermer le salon de coiffure. Bref, c'est une histoire courte, mais je tenais à la raconter. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour la grande famille MG, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Ici Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire. J'avoue que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas posté l'histoire. Je viens avec une nouvelle histoire intitulée Mise en scène ou si vous voulez Induction en erreur. La famille DMG, avant tout propos, je voudrais nous interpeller sur les décisions que nous prenons, notamment au plan religieux. Quand nous décidions ensemble de suivre une religion, il faudrait qu'on respecte notre propre religion. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne nous faire changer de voie. Apprenons nous-mêmes à nous forger spirituellement, c'est très important. Cette histoire-là, elle commence simplement avec un personnage qu'on va appeler Yeo. C'est le nom d'emprunt. Donc Yeo et Maxwell. Maxwell était un jeune homme qui avait vraiment tout pour réussir. Il était intelligent, il écrivait des romans, mais jusque-là, aucune maison d'édition se proposait à l'aider à publier l'un de ses manuscrits. Très peu, ou on va dire petit à petit, il a commencé à perdre espoir et il a commencé à sombrer dans une dépression étrange. C'est là que, en échangeant avec Yeo, il fait la connaissance d'une certaine religion qu'on appelle Ekanka. Ekanka ou je sais pas, Ekanka, une religion un peu comme ça. Cette religion-là tient en compte particulièrement le fait que l'on chante ce qu'on appelle le hu. Le hu, bon, généralement les personnes qui pratiquent cette religion savent. Je ne sais pas si c'est une religion ou c'est quoi, mais pour dire simplement, il s'agit d'une secte. Voilà, c'est une loge. Et
dans cette religion-là, ou dans cette loge-là, dans cette secte, il faut généralement prendre le temps de réfléchir et puis prononcer des sons du U, c'est-à-dire prononcer un mot U sur une longue période. Et depuis que Yeo a proposé cette religion-là à Maxwell, il rencontre pas mal de soucis. Mais encore plus étrange, un jour, après avoir fini de faire son chant du U, comme toujours, parce que il y avait une certaine familiarité entre lui et Yeo. Donc, il ne pouvait pas se douter un instant que Yeo allait lui donner quelque chose qui allait forcément lui porter préjudice. Donc, il faisait ça. Quand il pouvait, il le faisait le matin, il le faisait à midi même, il le faisait le soir, il faisait cela tout le temps. Et un jour, comme ça, il décide de se documenter un peu sur la question. Il va taper sur Google, il se rend compte qu'en réalité, il s'agit d'une secte. Quand tu fais le chant du U, tu rentres en contact permanent avec des esprits. Et ces esprits-là, parfois, se manifestent à toi dans le rêve. Ils peuvent même venir coucher avec toi, tout ce qu'on peut imaginer, en fait. Mais c'était déjà trop tard, parce que les jours qui ont précédé, Maxwell avait déjà commencé à s'initier dans la chose réellement. Chaque instant, il faisait. Il s'enfermait dans la chambre et il le faisait. Jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'il était complètement endormi, il vit subitement un homme apparaître dans sa chambre. L'homme lui a dit qu'il s'appelait, on va utiliser un nom, l'homme lui a dit qu'il s'appelait Anokal. Anokal apparaît avec un boubou noir et il lui dit que désormais il ne peut plus reculer parce qu'il leur appartient dans leur confrérie là et que absolument eux ils étaient prêts à tout pour le garder encore prisonnier dans cette confrérie. Mais Maxwell venait de se rendre compte que ça c'était un piège, mais c'était déjà trop tard. Donc à qui est-ce qu'il pouvait aussi proposer, à qui est-ce qu'il pouvait parler de cette situation? On parle de voir des hommes religieux, tout ça, mais pourquoi cette histoire? Elle est brève, mais j'en profite de l'occasion pour nous demander de faire beaucoup attention. Quand nous sommes figés sur une religion, restons figés sur la religion jusqu'à la fin. Et cela, peu importe les circonstances. Dieu décantera une situation pour nous, de sorte à ce que nous puissions aussi triompher et nous soyons des témoignages vivants de cette chose-là que nous expérimentons. Alors, n'oublions pas de partager, de liker et de sensibiliser nos proches. Et merci encore à la famille DMG. Et merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Harold. Je réside en Italie. Et j'aimerais un peu vous partager ma petite histoire que j'ai vécue auparavant au Cameroun. En 2012, j'ai été recruté dans une entreprise de contrôle des travaux, les travaux de stations d'essence en construction. En fait, comme j'étais qualifié à cette époque, et j'ai été sollicité de contrôler certaines stations. Je peux faire tel le nom des stations-service en question. Au fait, et dans cette boîte, moi, j'étais le plus jeune. J'étais même très jeune. Alors, dans cette entreprise, tout le monde était tellement... Je peux dire quoi? Était tellement riche, je peux dire. Avec des grosses voitures, des ingénieurs, tous étaient véhiculés. Je me posais la question que mais ces jeunes, s'ils ont pris l'argent pour s'obtenir de cette telle richesse, de ce type de voiture. Alors, et moi, chaque fois, je m'y rendais toujours à l'entreprise avec la moto, en taxi. Et les collègues se moquaient de moi. Ils disent que, mais Harold, ça c'est quoi ça? Il faut changer. Je dis que mais je vais changer comment? Mon salaire ne me permet pas d'avoir un véhicule, même la Yaris. Je ne peux pas acheter un Yaris pour commencer. C'est doucement, etc. Alors, moi, j'étais envoyé sur le terrain pour contrôler les travaux. Donc, nous étions comme un peu l'œil du maître d'ouvrage. Il y avait un maître d'œuvre et nous étions comme l'œil du maître d'ouvrage. Donc, nous étions là pour contrôler si les travaux ont été réalisés en bonne et due forme.
si les cahiers des charges ont été respectés. Et je tiens à préciser que dans les stations d'essence, il y avait les actionnaires, il y avait aussi la femme du président actuel du Cameroun. Qu'est-ce qui s'était donc passé? Chaque fois quand je partais au chantier, je faisais mon travail, je faisais mon rapport. Et quand il y avait des choses qui étaient mal faites, moi, je donnais toujours le rapport. Je me demandais toujours de stopper des travaux et de respecter les cahiers des charges. Donc, tellement je mettais les employés mal à l'aise, je peux dire ça, puisque j'étais strict dans mon travail. Le chef chantier et son adjoint, c'était des personnes bassards. Que les bassards m'excusent un peu. Mais, sans vous mentir, ils étaient des personnes bien. Je peux dire qu'ils m'ont voulu du bien. Il y a l'un de l'adjoint du chef chantier. Un jour, il est venu me voir et me dit que, bon, il m'a dit, excuse-moi si je t'appelle mon fils, puisque tu peux avoir l'âge de mon fils. Moi, j'ai essayé de taper ton ventre. J'ai vu que tu n'as rien dans le ventre, puisque quand tu es arrivé ici, moi, j'ai cru que tu faisais partie des loges, parce que moi, je connais comment ça se passe. Je suis dans les affaires, si ça fait plus de 30 ans, c'est ce que lui m'avait dit. Je pensais que tu es dans les loges, donc j'ai tapé ton ventre. J'ai vu que tu es une personne saine. Tu es une personne qui n'a pas noyé sa main dans le sang. Sinon, moi, je devais te combattre. J'étais prêt à te combattre. Puisque je suis dans une autre loge, je devais te combattre. Je devais chercher à anéantir tes pouvoirs, etc. Mais, j'ai aussi vu que je ne peux pas te faire du mal. Tu es une personne très simple. Continue dans ton travail et évite d'être très rigoureux. Tu es très... Donc, tu ne tolères pas et ce n'est pas bon. Parfois, il faut voir certains trucs qui vont fermer les yeux. Je te donne ces conseils en tant que parent. Il m'a fait peur. J'ai eu froid au dos. Il m'a fait peur avec les paroles qui m'avançaient. Bon, bref, ce n'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème se situe au niveau de mon entreprise. Chaque fois quand je partais au travail, j'étais toujours en moto, en taxi. Quand j'arrive, tout le monde vient, il garde les véhicules. J'avais mes collègues, je demande que mais tu touches combien? Quand il me donne son salaire, mais je dis, avec le salaire, comment tu peux t'obtenir une voiture comme ça? Il dit que non, laisse, quand tu seras dans le réseau, tu vas comprendre, on a certains avantages. Bon, pour moi, ce n'était pas clair dans ma tête. Un jour, le boss m'appelle dans son bureau. Il me dit, Harold, on pourra te donner un poste mieux que ça. Tu ne dois plus aller sur le terrain. Mais tu seras uniquement au bureau. Tu ne vois pas tes collègues. Tous sont véhiculés. Ils voyagent, ils vont aux États-Unis, ils vont en France, ils vont partout. Et toi, tu es toujours à pied. Je ne sais pas, depuis on te parle, tu ne veux pas comprendre. Il y a une tontine que nous on fait ici. On fait ça par semaine. On cotise, chaque semaine, on cotise 500 000 par personne. Les employés sont à l'intérieur et tout le monde cotise. Il dit que, mais boss, vous dites 500 000 par semaine. Mais moi, mon salaire, même le mois, ça n'atteint pas 500 000. Mais comment je vais cotiser 500 000? Il me dit que non, ça c'est un petit problème. Adhère seulement à la réunion, tu verras. Tu verras tes chiffres d'affaires, tes choses. L'histoire d'aller sur le terrain, tu n'iras plus sur le terrain. Hein? Les gars, ils ne t'ont pas dit, ils n'ont pas de problème, ils sont bien, tous tes collègues, ils sont bien, tu ne pourras jamais avoir de problème. J'ai dit au boss que je vais réfléchir. Je suis rentré à la maison. À l'époque, là, ma femme, elle avait une boutique que j'avais ouverte pour elle. Donc, elle vendait un peu, elle faisait un peu l'alimentation, etc. Je suis rentré, ma femme m'a vu, j'étais toujours un peu triste, j'étais déjà réfléchi. Je voyais mon salaire, je voyais mes amis qui sont véhiculés, je vois ma femme qui est en train de vendre dans l'alimentation. Il y a des gens qui viennent même, ils manquent de respect. Donc tout ça me mélangeait. Je suis couché, je ne dors pas. Je dis que mais le monsieur là veut que j'adhère et on coûte 500 000. Il dit que je ne m'inquiète pas. Et ma femme, on dit souvent que les femmes ont un sixième sens. Il faut toujours écouter leur femme. Elle me dit, chérie, moi je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi, tu as les soucis dans ton entreprise? Je dis que non, laisse, j'ai seulement mes choses, je suis en train de réfléchir à mon futur. Laisse. Elle me dit que dis-moi, mon cœur me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas.
J'ai dit que non, chérie, il faut laisser, il n'y a rien. Tout va mieux, pour le mieux. Alors, un autre jour, j'arrive à l'entreprise. Je vois on a augmenté mon salaire. Je dis que, mais on me paye, je vois, on m'a payé plus du double de mon salaire. Je dis que waouh. Je demande la raison. On me dit, non, on a voulu juste que tu puisses gravir les échelons. Demain, tu sais aussi véhiculer, tu puisses acheter même une moto pour venir au travail. Je vous assure, j'ai acheté la moto. Je n'ai même pas fait un mois avec la moto. J'ai eu un accident. Et heureusement, j'avais eu ma grand-mère, arrière-grand-mère qui était voyante. Elle était morte. D'après ce qu'on me dit, lors de l'accident, c'est cette grand-mère-là qui m'a protégé. Je ne sais pas, d'après ce qu'on dit, quand on part regarder chez les voyants, etc. Cette grand-mère s'est mise au milieu. La moto s'est broyée, mais je n'ai rien eu comme accident. Et le lendemain, je suis levé, je suis allé au travail. Mon boss, je suis arrivé comme ça, je vois tout le monde me regarde. Je dis que, mais, et tout le monde me regarde. Ils étaient dépassés. Que le monsieur, ils sont surpris que je suis venu au travail le lendemain. Alors, le même soir, donc quand je suis allé au travail, le même soir, quand je me suis retourné, vers minuit, mon téléphone, parce que j'avais un téléphone de service, mon téléphone de service sonne. Je suis étonné. À minuit 00, mon téléphone a sonné. Je regarde l'heure. Je vois minuit. Je dis que, mais je dis à ma femme que voilà mon téléphone qui est en train de sonner. Et c'est mon boss qui m'appelle, il est minuit. Elle me dit que, et ton boss t'appelle sur le numéro de service à minuit. Elle me dit ne décroche pas. Je n'ai pas décroché. Ça s'est arrêté. Il a encore insisté, il a encore appelé. Il me demande, au fait, il appelle, il a insisté peut-être 3 fois. La troisième fois, j'ai insisté déjà à ma femme, il va décrocher, il va comprendre ce qu'il va me dire. Si c'est un truc de bizarre, ça va se retourner contre lui. Ma femme a fait d'abord une petite prière, dit qu'attends, je vais prier d'abord avant que tu vas prendre l'appel-ci. Même s'il y a quoi, ça va se retourner contre la personne. Elle a fait des prières, j'ai décroché. Il me dit, Harold, il dit que oui, boss. Il me dit que ça va. Moi, je lui réponds, oui, ça va, boss. Après, il me dit que tu es sûr que ça va? Il dit que oui, ça va, boss. Lui, il a raccroché. Moi, j'étais sidéré, j'étais dépassé. Même ma femme dit que tu vois ce qui était dit. Quelqu'un t'appelle à minuit, te demande si ça va. Alors, je me suis couché à 5 h du matin. Ma femme se réveille en première. Elle me secoue, elle me dit que tu as le sang sur le front. J'ai dit que j'ai le sang comment? Elle dit, vois le miroir, tu as le sang sur le front. Je prends le miroir, je vois le sang sur mon front. On regarde, on voit si je me suis blessé sur le lit et quelque part. On ne voit pas l'endroit où je me suis blessé, mais il y a le sang qui coulait sur mon front. J'ai pris panique. Vers 6 h, on a eu l'appel venant du village. Il y a un monsieur du côté de Bouddha, un village la Bouddha, qui a appelé ma belle-mère et dit à ma belle-mère, puisque le monsieur connaissait... Bon, excusez-moi, j'ai d'abord eu un appel et ça a coupé. Au fait, je disais tantôt, très tôt le matin, quand je me suis réveillé et qu'il y avait du sang sur mon front, nous avons constaté que je n'étais pas blessé, il n'y avait pratiquement rien. À 6 h, 7 h, quand je m'apprêtais déjà pour aller au travail, j'ai eu un appel venant de ma belle-mère. Elle a sa soeur qui vit dans la ville de Bouddha. Et il y a un monsieur là-bas qui est tellement... Donc on dit que c'est quelqu'un qui voit beaucoup. Le monsieur a rencontré a vu la soeur de ma belle-mère. Il a dit, appelle ta soeur. Elle a son beau-fils qui travaille dans tel. Demande
à ta soeur d'appeler son fils, son beau-fils et dire de ne pas aller au travail aujourd'hui et de ne même jamais, de ne plus jamais aller dans ce travail, sinon il va perdre sa vie. C'est comme ça que on m'appelle et m'annonce la nouvelle. J'étais sidéré, j'étais dépassé. C'est comme ça qu'on m'a demandé d'éteindre le téléphone de service, de ne plus jamais porter la tenue de travail. C'est comme ça que j'ai pris le téléphone de service, la tenue de travail. J'ai voyagé pour arriver dans ce village. Ce monsieur, il a travaillé sur moi. Il a travaillé. Il a dit, ne pose plus jamais ton pied là-bas, même s'il y a ton argent là-bas, ne réclame plus rien. Et ces gens ne vont plus jamais t'appeler. Ils ne vont plus jamais t'appeler. Laisse ce téléphone de service éteint. Et tu ne vas plus jamais l'utiliser. C'est comme ça que j'ai exécuté. Je suis rentré. Je n'allais plus au travail. J'étais là à user de tout le monde au quartier. On dit, les gens, au fait, les gens ont vu, moi j'ai arrêté les travaux. J'étais dans la boutique avec ma femme. On se débrouillait. On chargeait le pain, haricots. On faisait ceci. J'avais mal, mais je n'avais pas le choix. Tellement j'avais eu tellement mal. Un jour, je suis resté. Au fait, j'ai encore eu l'appel du village. On m'a demandé de verser du sel à l'entrée de ma porte, de ma chambre, lorsque je vais aller dormir. C'est comme ça que je suis. Le moment d'aller dormir, j'ai pris du sel, j'ai versé devant l'entrée de ma porte, de notre porte, quoi. J'étais avec ma femme et tout. Et le matin, quand je me réveille, on se réveille, on suit les bruits au niveau de la porte. On ne sait pas comment ça s'est passé. Les abeilles étaient devant la porte. Ils ne pouvaient pas entrer. Les abeilles étaient pleines devant la porte. Ils avaient rempli, comme si on avait envoyé seulement les abeilles. C'est comme ça, par la grâce de Dieu, ces mêmes abeilles, ils sont ressortis, ils sont partis. D'après ce que j'avais appris, on a envoyé les abeilles là pour m'attaquer. Et ils ont vu que j'étais protégé. Donc, rien ne m'est arrivé. Alors, depuis ce moment-là, j'ai vu qu'en restant sur place, ma vie était en danger. C'est comme ça que j'ai fait mes papiers pour voyager. Je me suis retrouvé ici en Italie, etc. Il y a de cela, l'année dernière, je suis allé au Cameroun. Je suis allé à la boulangerie Santa Lucia. À l'intérieur, j'ai rencontré un de mes collègues, Stéphane, qu'on a travaillé dans la même boîte. C'était aussi un ingénieur. Je dis, mais Stéphane, c'est comment? C'est oui, mais oh, Harold. Il dit que oui, il dit que mais ça fait un bail, tu deviens quoi? C'est où il m'a relaté tout ce qui s'est passé. Il m'a dit que vraiment, ils étaient dans la secte. Actuellement, si presque tous nos collègues là sont décédés. Presque tous sont décédés, les maisons se sont brûlées. Il dit que, mais et toi alors? Il me dit que, mon frère, tu peux savoir où je sors de loin. Je sors de loin, j'ai vendu tous mes enfants. Il dit que j'ai encore sursauté, mais il a vendu tous ses enfants sans voir faux aux yeux. Et que maintenant, c'est comme il dit que j'ai été délivré dans une église, quoi. Maintenant, toute sa famille lui est rejetée, il se sent seul, mais il n'a pas baissé les bras. Il dit que tu fais quoi maintenant? Il dit que voilà ma moto dehors. J'ai fait la moto. Il dit qu'avec tout l'argent que tu avais, le gars m'a dit que j'ai fait la moto. C'est comme ça qu'on s'est salué. Il m'a dit, tu fais quoi? J'ai dit que bon, moi je suis en Europe maintenant et tout. Bon, j'ai eu peur de lui dépanner, qui prend encore mon argent pour aller pratiquer sur ça. Donc, c'est comme ça que lui et moi, nous sommes séparés. Au fait, ça, c'était ma part de contribution, ma part d'histoire que j'ai vécue. Donc, je peux dire aux gens que méfiez-vous, tout ce que vous voyez là dehors, tous les gens qui roulent en véhicule, les grosses marques, etc., tout n'est pas rose. Apprenons à travailler avec nos propres mains. Actuellement, je n'envie personne. Puisque j'ai volé de mes propres ailes, je n'envie personne. Je suis véhiculé, j'ai ma maison, j'ai mes trucs en construction, je n'envie personne. Et tous ces gens qui ont trempé les mains là, ils sont où aujourd'hui? Donc, c'est un peu ça mon histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire.
Coucou, bonsoir DMGTV, bonsoir la communauté DMGTV. Commentez, likez et puis partagez. DMGTV, je voulais raconter l'histoire que j'ai vécue ce matin. L'histoire qui m'est arrivée ce matin. Eh Seigneur, tu m'as pas aidé. Tu m'as sauvé même. Ce matin-là, je fais sortir mes bains de crevettes comme d'habitude. Comme les vacances ne sont pas encore finies, je faisais les bains de crevettes, quoi. Donc les enfants du quartier venaient payer avec moi. Je fais sortir ça au dehors et puis après je suis rentrée faire la lessive. Après vers le 9h30 là, je suis ressortie. Aller m'asseoir au dehors pour vendre un peu maintenant. Et en face de chez nous, il y avait la fille de ma voisine. La fille d'une voisine là, c'est une fille vraiment, c'est une fille insupportable quoi. C'est une fille très têtue. Cette fille-là, je sais pas c'est quel genre de fille. La fille là, si elle rentre dans la cour comme cela là même là, les enfants dans la cour même fuyaient. Les enfants dans la cour la fuyaient. Elle rentre comme cela, elle tape sur les enfants. Si elle rentre chez toi comme ça, si elle casse pas quelque chose ou bien elle gâte pas quelque chose chez toi, là, c'est que c'est pas elle. Et tout la voisinage la connaît dans ça. Elle est trop wéré. C'est une fille trop wéré. Parce qu'elle est à côté elle est à côté de toi-même comme cela là. Toi-même ton corps là même te fait nyam comme ça. Ton corps là même te démange comme ça. Hein? Et moi, je n'aimais pas son affaire du tout. Puisque c'est une fille qui reste pas tranquille, quoi. Et sa maman aussi, sa bouche, là. Matin, bonheur, là. Tu vois, c'est elle, sa voix seulement. Ça crie par-ci, par-là. Même Mounafika, là. Sa maman même, là, c'est une femme Mounafika, pas possible. Donc, quand j'ai fini de faire ma lessive, j'étais ressortie au dehors, en train de vendre mes bains de crevettes. Aujourd'hui, là même, elle était bizarre, quoi. Comme d'habitude, quand elle vient comme ça, elle fait fuir les enfants, elle tapait sur les enfants. Mais bizarrement, quand elle était venue aujourd'hui, là, elle m'a juste salué que bonjour, tanti. Et puis elle allait s'asseoir seule là-bas, de son côté au fond là-bas, en train d'observer les enfants, comment les enfants s'amusaient et tout. Puisque les enfants même ont peur d'elle là, et même sont là de l'autre côté en train de s'amuser, personne ne la calculait quoi. Elle était là, restée comme ça. Et puis d'un coup, la fille de ma voisine, bon, comme c'est court comme une quoi. Voilà, donc on était nombreux dans la cour là. La fille de ma voisine, je vais l'appeler quoi? Gloria. Elle a quitté à la boutique là-bas avec chips à la main. Elle est en train de manger chips. Et je dis, maman, c'est quoi tu manges? C'est quoi tu manges là? J'ai questionné l'enfant là comme ça. Je dis, c'est quoi tu manges? Gloria, c'est quoi tu manges? Excusez-moi pour mon français. Hein. Elle a dit que oui, tante, chez chips. Je dis, tu as payé chips là où? Elle a payé au bord du goudron là. J'ai dit, ok, donne un peu, je vais goûter si c'est bon, voilà, je vais payer aussi. Quand la fille m'a donné chips la nette là, elle a nommé Gladys, la fille là. Je vais l'appeler Gladys. Elle a quitté là-bas, venir s'arrêter devant moi. Que tante, moi aussi je veux. Tante Nadège, moi aussi je veux. Oh, j'ai appelé mon prénom. Ah, mais c'est pas grave. Que tante Nadège, moi aussi je veux. Ça m'énervait quoi, j'ai dit Gladys. Ça seulement là, tu as menti, je ne vais pas te donner. Elle s'est fâchée, elle est retournée à sa place. On était là. 5 minutes après, elle s'est levée encore venir s'arrêter devant moi.
que oui, que Tante Nadège, voilà, je sais là où elle a payé, que chez maman de Saïda, à la boutique de maman de Saïda. Donne 100 francs, je vais aller payer pour nous. Elle est pour nous. Que oui, que Tante. Je dis, Gladys, j'ai compris. Elle s'est fâchée, retourne encore à sa place. Et de là-bas, elle insistait encore. Quand tu veux donner l'argent là, non, je vais aller payer pour nous. J'ai dit, Gladys, c'est quoi avec toi? J'ai dit, j'ai compris, non. Tu as vu 100 francs là, où d'abord? J'ai dit, depuis matin là, je n'ai pas encore vendu. Et pourtant, j'ai vendu. Que tantôt, et l'argent 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 de ta BN de crevettes qui est sous la table, tu ne peux pas enlever, non. J'ai dit, Gladys, tu as vu l'argent là où? Que oui, que tanti. Je n'ai rien dit. Ah, elle s'est levée maintenant. Elle partait comme ça. Elle est partie. Et quand elle partait dans mon corps, j'ai dit, j'ai dit, en tout cas, c'est ton problème. Quand je dis ça, en tout cas, c'est ton problème, l'enfant s'est retourné me regarder quoi. Hein? Elle m'a regardé d'une manière, elle m'a regardé méchamment. Elle est partie. J'ai dit, aïe. Elle a tourné, elle est partie. Elle allait atterrir chez les voisines d'en haut là-bas. Elle allait là-bas trouver les enfants en train de manger. Elle a plongé sa main. Elle a mangé du gras avec eux. Elle a fini de manger du gras. Parce que quand elle rentre dans la cour, elle rentre chez vous comme cela là. Elle toque pas, elle ne sait pas faire quoi. Elle rentre seulement. Elle a su que la tante, la propriétaire de la cour là, est dedans. C'est une tante là, la tante là est dedans là. Elle est rentrée directement au salon. Elle est rentrée au salon, elle a serré sa main. Elle a gonflé sa bouche là comme ça. Et la tante là, elle a demandé, ah, elle a dit, il y a quoi? Tu as quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça c'est mon nom. C'est mon nom, elle a fait sortir maintenant. Que c'est Tante Nadège. Hein? Tante Nadège t'a fait quoi? Oh, que Tante Nadège est en train de manger chips, qu'elle m'a demandé comment je ne lui ai pas donné chips là. Elle veut manger chips. Et Tante a dit que chips là c'est où? Tu as vu chips là où? Oh, que chips là c'est à la boutique. C'est à la boutique de maman de Saïda qui vend ça. Elle veut. Parce que chez nous, il y a des pièces de 250 et de 200. Elle a insisté. Ok, tante l'a enlevé pièce de 200, la donnée. Quand tante l'a remis l'argent, la net, la tante n'a pas fini de parler là. Elle a couru sortir. Tante voulait dire que oh, faut payer pour toi 100 francs. Puis 100 francs là, faut payer, venir donner à petit Magloire. Parce qu'il y a un petit garçon dans la cour là. Un petit garçon de 1 an et demi ou bien 200 comme ça. C'est la fille, c'est le fils, c'est l'enfant à sa petite soeur quoi, la tante là. La fille a couru, traversé, aller payer chips là. Elle a payé pour elle 100 francs. Maintenant, elle a voulu traverser la voie de l'autre côté là pour entrer chez elle directement, sans venir remettre la pièce de 100 francs de la tante là. En même temps, il y a une voiture qui voulait la cogner. La voiture là, a pu échapper. Et en même temps, elle était tombée. Et quand elle était tombée, je ne sais pas d'où une moto est quittée, moto est venue marcher sur la fille là. Je vous dis, moto l'a monté sur la fille là. Quand le moto l'a monté sur la fille là, il y a le sang qui a commencé de sortir partout. De partout. Le sang sortait de partout. C'est environ 10h, je veux dire 10h30, 11h par là. Ils ont pris l'enfant, amené à l'hôpital. Ils ont amené Gladys à l'hôpital, la petite Gladys à l'hôpital. À midi net, l'enfant a rendu l'âme, je vous jure. L'enfant a rendu l'âme. Non, on ne savait pas où. On était là dedans dans la cour. Ça commence à pleurer chez eux là-bas. Ça pleure. Oh, oh, oui. Oh, oui. Aïe, qu'est-ce qui se passe chez les... Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe chez les Gladys là-bas? Oh, que Gladys
moto la cognait, ils l'ont emmené à l'hôpital. Gladys est morte. Gladys a rendu là. Quoi? Gladys est morte. Voilà, sa maman avec ses tantes se sont ramassés, aller chez la tante là. La tante qui l'a remis 200 francs, pièce de 200 francs d'aller payer chips là. Ils sont partis là-bas pour faire bagarre. Oh, que c'est la tante là qui a tué leur enfant, que c'est une sorcière, quoi, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Pourquoi la tante va donner l'argent à l'enfant, que l'argent n'a qu'à aller au bord du goudron là-bas, aller au bord du goudron là-bas, payer chips, pourquoi? Que les enfants qui sont dans sa cour, elle ne peut pas envoyer les enfants dans la cour là. Pourquoi c'est eux leurs enfants, la tante a envoyé? Pourquoi? C'est devenu problème bagarre. Jusqu'à ils ont appelé même la police. Imaginez. Si j'ai pu envoyer l'enfant là, si j'ai pu donner l'argent à l'enfant d'aller payer, je suis venu me donner. Peut-être qu'à l'eau là, c'est moi je suis dans le pétrin. Peut-être qu'à l'eau là, c'est moi la police est venue me prendre pour aller enfermer. Hey, faisons attention. Bon, je connais pas trop la morale de l'histoire, mais faisons attention. Hein? Si vous n'avez pas d'enfant pour envoyer, s'il vous plaît, grouillez vous-même. Faites vos courses. Ça aurait pu m'arriver à moi. L'enfant avait insisté. Elle voulait absolument que moi je lui donne une pièce de 100 francs, aller payer chips, la venir nous donner. Que non, que c'est pour nous deux. Elle va aller payer, on va manger. Mais moi j'avais refusé. J'avais catégoriquement refusé. Puisque c'est une fille que moi-même, je n'aimais pas trop son affaire. Hein. Bon, c'est une petite fille. Elle m'a rien fait, mais je n'aimais pas son affaire. Puisqu'elle est bizarre, quoi. Elle est bizarre. Elle-même, sa maman, elles sont trop wallahi. Jusqu'à l'enfant s'est fâchée avec moi. J'ai parlé dans mon cœur, mais elle s'est retournée me regarder méchamment. Hein? Jusqu'à elle a fait comment pour savoir que moi j'ai des jetons. Et pourtant, je lui ai dit que moi, depuis matin, je n'ai pas encore vendu. J'ai dit, mais tant l'argent qui est sur votre table là-bas, là. Que vous avez vendu, l'argent est là-bas, sur la table là-bas, là. Que moi, de prendre l'argent là-bas, là, la donner. Elle va aller payer le truc là, venir, on va manger. J'avais refusé. Faisons attention. Bon. C'était juste ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour la communauté DMJ. J'aimerais vous conter une histoire que j'ai vécue au village, dans une cour commune. C'était un monsieur vraiment très riche. Il avait les champs et beaucoup. Il était vraiment connu, quoi. Et des fois aussi, il était aussi un peu accusé de sorcellerie et tout. Mais il avait plusieurs femmes. Il avait plus de 8 femmes qui vivaient tous dans une cour commune. Chaque femme avait sa maison. Et lui aussi, il avait sa maison. Donc, genre, aujourd'hui, il dort ici, demain, il dort là-bas. Et le jour qu'il veut, il dort chez lui. Donc, c'est un peu comme ça. Des fois aussi, chaque femme venait dormir avec lui. Chacune, à son tour, venait dormir avec lui. Et ainsi de suite. Et ma tante était l'une de ces femmes. Et du coup, l'histoire que je vais vous conter, c'est l'histoire de la fille de sa première femme. De la première femme du monsieur. Donc, cette jeune fille, elle avait accouché un enfant. Une petite fille. La fille avait 6 ans. 6 ans, mais l'enfant était comme un bébé de quelques mois. Petite comme ça, là, mais elle avait 6 ans. Moi, quand je venais juste d'arriver au village, je me disais que c'est un bébé et tout. Et c'est après que j'apprends que non, l'enfant là a 6 ans. Je dis que, okay, comment un enfant de 6 ans n'arrive même pas à s'asseoir? Quand on lui met debout, que ça se couche sur le main, elle tombe sur le main, elle tombe. Elle n'arrive même pas à s'asseoir et tout. Et l'enfant était déjà, quand tu lui portes, elle lâche tout son corps comme ça là. Elle se maille là comme ça. Donc, quand on porte les bébés sont un peu solides là. Elle n'est pas comme ça. Son corps est tout lâché comme ça là. Comme si c'était seulement un sac que tu portes. Donc, j'ai observé ça comme ça.
Et les grands-mères de la cour commune commençaient un peu à parler que non, ça c'est serpent là-bas, c'est pas un enfant, c'est un serpent et tout et tout. On essaye donc de voir, on essaye donc de voir comment on va gérer, on fait les remèdes et tout, tout, rien. Quand on met la nourriture dans la bouche de l'enfant là, elle ne mange pas la nourriture au sort seulement. Elle ne mange pas la nourriture comme nous on mange. Tout ce qu'elle fait, c'est seulement téter le lait de sa mère, prendre les médicaments, boire les médicaments. Donc, un jour donc, elle est tombée gravement malade, tellement malade. Ils ont fait les médicaments, tout, 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 rien. On dit, OK, là, on ne sait plus comment on va faire. Donc, comme ça, les grands-mères disent que, OK, comme c'est comme ça, on va appliquer quelque chose pour voir si cet enfant est vraiment un enfant normal ou bien c'est un démon, ou bien c'est un serpent qui est en train de nous déranger parce que chaque fois qu'elle tombe malade, on gaspille beaucoup, beaucoup d'argent. Comme dans les villages, vous savez que l'argent, c'est pas vraiment facile, quoi. On lui porte, on part en ville avec, on soigne, on opère, on fait les perfusions, on fait ci, on fait ça, rien. L'enfant ne guérit pas. Guérison de quelques jours après, maladie de 1 mois, 2 mois, avant de retrouver guérison, toujours, toujours. Donc, les grands-mères ont dit, OK, c'est comme ça, on va essayer un truc pour ne pas perdre notre temps pour rien là. On dit donc à la maman de l'enfant d'aller au bord de la mer, quoi. Je ne sais pas si c'est les rivières ou la mer ou bien l'océan, je ne sais pas trop. Mais c'est quand même l'eau. Donc, on dit qu'elle doit partir au bord de la mer avec l'enfant et le déposer. Elle doit déposer l'enfant au bord de la mer et faire comme si elle était déjà partie, se cacher dans un endroit pour observer, pour guetter, pour voir si c'est vraiment un vrai enfant. Là, on va rester là. Même, elle attend même 2 heures de temps même, pour voir si l'enfant va toujours rester enfant comme il est ou bien elle va changer de peste. Donc, va changer de physique, se transformer ou bien quoi que ce soit, quelque chose comme ça. Les grands-mères leur ont donné donc ce conseil-là. Elle se lève donc un bon matin comme ça, là, très tôt le matin. Quand il faisait encore un peu de nuit, là, je sais pas. Dans les villages, on n'a pas aussi les montres pour calculer l'heure. Elle se lève donc très tôt le matin. Elle part avec l'enfant au bord de la mer. Elle dépose l'enfant au bord de la mer. Elle fait comme si elle partait. Elle est partie se cacher derrière un arbre. Bien là. Donc elle dit qu'elle a bien duré. Bien duré. Elle est restée là longtemps à observer. Après elle voit comment l'enfant, le bébé commence à bouger. Bon, l'enfant, puisqu'elle a 6 ans, l'enfant commence à bouger dans le truc qu'elle a emballé l'enfant avec. L'enfant bouge. Il arrête de pleurer. L'enfant pleurait. Quand l'enfant a compris qu'il n'y avait personne pour venir le chercher, l'enfant a arrêté de pleurer, commençait à bouger. Elle dit que quand elle regarde encore bien, elle voit comment l'enfant grandit en fait. Donc, les pieds deviennent longs, les mains deviennent longues, la tête, tout se forme. Elle dit elle se concentre encore bien, elle regarde. Elle dit qu'elle n'est pas en train de rêver peut-être, elle regarde encore bien. Elle voit une bombo, une maman, vieille mère comme ça là, qui se lève avec un foulard aux fesses, avec un bâton à main, qui est en train de marcher pour entrer dans l'eau. Elle sort, elle commence à crier, wow, wow. Elle crie. La bombe se retourne et lui regarde. Elle dit que, ouais, mon enfant, elle commence à crier. La bombe lui regarde. Elle rit. Elle dit que, je suis venue pour prendre les médicaments pour soigner mes enfants. La bombo lui dit, le bébé qui s'est transformé en bombo dit que, je suis venue chercher les médicaments pour aller soigner mes enfants avec. Mes enfants sont malades. Merci beaucoup, comme tu m'as donné les comprimés, tu m'as donné les médicaments, vraiment, je vais soigner mes enfants avec ça. Voilà, là, je n'ai plus rien à faire ici, donc je m'en vais. Elle dit qu'elle qui est. Elle a commencé à insulter la bombo là, que sorcière, reviens encore une fois, je vais te tuer, tout comme ça, menacer, faire des trucs. La bombo aussi l'insulte. Elle aussi, elle insulte la bombo, elle s'insulte. Elle court, elle prend les cailloux, elle commence à viser la bombo, entre dans l'eau. Elle disparaît dans l'eau. Elle part. Elle est restée là-bas. Elle s'est approchée du truc, elle a emballé le bébé avec. Elle regarde si peut-être qu'elle n'a pas arrivé, si l'enfant est toujours dans le truc. Elle regarde, il n'y a pas l'enfant. Elle dit que mince, qu'est-ce qui se passe là? Elle se lève d'un rentre au village. Avec les larmes aux yeux, elle raconte dans l'histoire. Moi, j'étais aussi là, j'ai écouté toute l'histoire qu'elle a racontée. Elle a raconté à tout le monde ce qu'elle avait vu là-bas. Les bonbons ont dit que nous, on savait déjà, mais comme toi, tu aimais tellement l'enfant là, on ne voulait pas te faire mal. C'est pour ça qu'on a préféré que toi-même, tu vives la scène en direct pour voir toi-même de tes propres yeux. C'est comme ça que elle s'est débarrassée de l'enfant serpent ou c'est l'enfant bobo ou c'est quoi.
Il y a aussi une autre histoire, mais il s'est aussi passé tout dans le même village. Donc, toujours comme ça, une femme aussi qui avait accouché toujours un enfant bizarre comme ça, là, qui avait aussi fait plus de 7 ans sans marcher. Et que elle est partie aussi déposer ça comme ça dans la brousse. L'enfant là s'était transformé en serpent, en boa, un gros serpent comme ça là. Il commençait à partir, rouler dans les arbres, partir. Elle dit que, en tout cas, les histoires comme ça là, dans les villages, on raconte beaucoup. De nos jours, si là, ça se passe encore. Même présentement, si là, il y a un tata là qui a accouché un enfant. Son enfant a 8 ans. 8 ans, s'il vous plaît. Mais l'enfant est tout comme un bébé de 1 an. Donc, elle ne s'assoit pas, elle ne marche pas. Elle ne parle pas, elle est malade. Mais elle a 8 ans. Donc, ça se passe toujours. Donc, quand vous êtes enceinte, là, priez beaucoup pour que ces esprits démoniaques là ne viennent pas entrer dans votre ventre pour que vous les accouchiez. Pardon. Priez beaucoup. Priez sur vos grossesses vraiment. Priez beaucoup. Que le diable n'entre pas dans votre ventre pour venir vous nuire pour rien comme ça. Là. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À plus. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2, par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.